Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur School TV pour ce nouveau numéro du MAG. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Vous le savez, aujourd'hui, c'est Mission Éducation et on s'intéresse à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nous maintenir en bonne santé. Voici sans plus tarder le sommaire. Ils ont été célébrés, applaudis, et cela pendant toute la crise du Covid. Les médecins, infirmières, autres soignants sont en première ligne, des métiers essentiels mais qui semblent souffrir d'un déficit d'attractivité alors que les besoins sont croissants en France. L'état des lieux, c'est dans un instant avec Mathilde Vessels. La santé, en quête de bras, il faut dire que les conditions ne sont pas toujours faciles. Un manque de moyens, de reconnaissance qui en freine plus d'un. Comment revaloriser ces métiers de la santé? On en parle là aussi dans un instant. Et puis l'orientation en question, le gouvernement s'emploie pour promouvoir les métiers de soins mais aussi d'accompagnement. Quelle est la marche à suivre et surtout où se renseigner? On fait le point dans un instant avec tous mes invités, avec Antoine Mokhtarian. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant dans une prépa de médecine, dans la prépa médecine Courtalès, et vous êtes toujours étudiant, mais vous expliquerez tout ça. Dans un instant, on est également avec Emma Chardon en Skype. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiante, infirmière et vous êtes en 3e année, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai tout bon aujourd'hui, c'est magnifique. Et avec Samantha Briand, qui est coach en orientation chez Potentiel Jeune. Comment ça va? Patrice, ça va, merci. Comme chaque semaine, on est très heureux de vous accueillir. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Salut, ça va? T'as vu, je change de ton, pensez-vous? Ouais, c'est bien. C'est bizarre. C'est plus sympa. Oui, ah, oh. Non, je plaisante. Ça commence. Alors, avant toute chose, Mathilde, est-ce que l'on sait si les études de médecine et les métiers de la santé sont plus ou moins prisés par les jeunes depuis cette crise sanitaire? On aurait pensé l'inverse. Ouais. Effectivement, on aurait pensé que le Covid, au contraire, aurait freiné peut-être les jeunes qui auraient voulu se lancer en médecine. Ça a été tout l'inverse. Des vocations. Ouais, ça a été plutôt un booster. Je rappelle quand même qu'Olivier Véran avait annoncé faire de la formation des médecins de demain sa priorité. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu une grande réforme des études de médecine en 2020. Mais attention, ça reste tout de même sélectif. Mais on va en parler dans un instant avec notre étudiant qui est avec nous. Mais avant, même si la médecine attire de plus en plus de jeunes, il faut tout de même noter une baisse pour l'intérêt du métier d'infirmier. On en parlera aussi avec notre invité tout à l'heure, qui séduit de moins en moins. Un désintérêt lié notamment aux conditions de travail difficiles. On en parle assez ici et puis ailleurs. Ne le démotivez pas quand même. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ma mère est infirmière, donc je connais le sujet, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, mais je me suis bien placée. Heureusement, maman. Heureusement. Non, mais que c'est mais c'est des métiers qui sont difficiles et qui ne sont pas toujours, malheureusement, considérés comme ils devraient l'être. Donc voilà, c'est vrai, il y a eu notamment le salon infirmier, porte de Versailles à Paris en 2021. Il y a eu beaucoup moins de monde que les années précédentes. Voilà. Donc le Covid a fait un petit ménage là-dessus. Voilà. Bon, parlez-nous un petit peu de cette réforme concernant les études de la santé. Oui, alors c'est une réforme qui a germé en 2017, mais qui a été appliquée dès 2020, donc il y a 2 ans maintenant. Cette réforme met fin donc à la première année commune de santé appelée PACES, avec le fameux concours de médecine à la fin appelé numerus clausus. Un peu de latin, Patrice, ça s'appelle, ça veut dire nombre fermé. Oui, c'est ça. On va passer à la partie. Pourquoi cette réforme? Alors, elle vient de cette volonté, je le disais, de diversifier les voies d'accès aux études de santé, mais aussi les profils des étudiants, tout en répondant tout de même aux besoins de santé de chaque territoire. Car ce qui est intéressant, justement, avec cette réforme, c'est que lors de leurs études de médecine, ils peuvent choisir des disciplines qui n'ont pas forcément de rapport direct avec la santé, comme la psycho. Alors, vous allez me dire, effectivement, Samantha, ça a un lien, on est bien d'accord. Mais il y a la philo ou encore le droit et puis l'SVT aussi. Et selon les universités, il y a une 50aine de choix possibles. Donc, c'est tout de même intéressant. On peut avoir plus de détails ou pas? Oui, alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Ah, il faut s'accrocher, fini, donc, je le disais, le PACES, place désormais au PAS, P-A-2-S, acronyme de parcours accès santé spécifique. Et puis, l'AS, qui est la licence avec option accès santé. Alors, la différence avec le PACES, c'est que le PAS et l'AS permettent de suivre des cours en santé ainsi qu'une autre discipline à part entière. Alors, si le PACES avantageait, c'est vrai, les scientifiques, la réforme du bac attire des profils plutôt différents. Alors, il n'y a plus de concours en fin d'année. Le fameux numerus clausus, qui faisait peur à tout le monde, pour laisser place au numerus apertus. Alors, vous allez me dire, c'est tout aussi difficile. Alors, très franchement, il y a toujours un concours qui est là. Par contre, effectivement, ça s'appelle plus un numerus clausus, ça s'appelle un numerus apertus. Ouais. C'est ça. Il y a toujours un nombre de places qui restera limité, mais... Alors, c'est-à-dire que la différence, c'est que les étudiants, vous allez peut-être me dire si j'ai tort ou pas, mais passent leur partiel à la fin du premier et du second semestre, et ce sont les notes de partiel qui comptent au final. C'est ça, c'est-à-dire... Vous validez, d'accord. C'est exactement en fait comme ce qu'on avait auparavant avec la PACES, mais en plus de ça, ils vont devoir valider une mineure,
pour pouvoir prétendre à entrer en deuxième année de santé. Et ceux qui ne sont pas directement admis en deuxième année, ils peuvent quand même repasser les épreuves orales en juin pour la seconde session. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, le redoublement n'est plus possible. Ah, c'est fini. Oui, depuis cette réforme, lors de la première année passe, donc pour ceux qui n'ont pas de place pour la deuxième année, eh bien, ils peuvent aller tout de même en deuxième année LAS. Mais on en parlera plus en détail. Mathilde, en quoi une préparation en parallèle de l'année de passe est justement indispensable? Alors, c'est vrai, notamment lié à la suppression, je le disais il y a un instant, du redoublement. Il faut rapidement comprendre effectivement les enjeux et le fonctionnement. Donc c'est pour ça que la prépa est vraiment importante. Et puis la densité aussi des cours étant importante fait que l'université seule ne suffit pas à l'étudiant d'assimiler tout le programme. C'est pour ça justement qu'une bonne prépa est importante. Pour vous donner une petite idée, en 2010, le nombre d'étudiants admis en deuxième année était de 7403. En 2021, donc 10 ans après, 11 ans après, depuis sa réforme, eh bien, on compte 10 075 étudiants, soit un peu moins de 3 000 étudiants en plus, ce qui est quand même pas mal. On creuse tout ça, notamment avec Antoine. Eh oui. L'expression rare. Alors, on va creuser un petit peu tout ça, Antoine Mokhtarian. C'est une évolution ou c'est une révolution, justement, pour ces études de médecine? C'est une évolution dans le sens où des étudiants qui n'ont pas forcément le profil scientifique, on va dire, pour pouvoir prétendre à devenir médecin, là vont pouvoir avoir une chance. Donc quelqu'un qui, par exemple, a fait du droit ou de l'économie va très bien pouvoir accéder à une deuxième année de filière de santé. Et il y en a beaucoup? Alors, je n'ai pas exactement les chiffres, il faut savoir que c'est une réforme qui est assez récente. Ouais. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez variables aussi en fonction des facultés. En tout cas, sur Paris, il y a plusieurs LAS du coup, qui sont mises à côté du PASS. Il faut savoir qu'en fonction des facultés, le nombre de places qui est offert aux étudiants est différent. Donc sur l'université Paris-Cité, je crois que ça représentait entre 70% à peu près pour les places offertes au PASS. Et pour ce qui est des LAS, il y a à peu près... Alors c'est 60 et 40. C'est très variable. C'est ce que j'ai vu moi dans effectivement. Mais du coup, vous avez vos sources, vous. C'est variable. C'est vrai. Devenir médecin, ça fait encore rêver. Ça fait encore rêver. J'ai envie de prendre ça un petit peu comme comparaison, mais à chaque fois qu'il y a des événements un petit peu de crise, on voit qu'il y a un petit peu un appel vers les professions qui sont les plus impliquées. Donc effectivement, médecin, ça fait toujours rêver. C'est la médecine générale qui a le plus la cote ou pas? C'est une spécialité qui est plutôt délaissée aux ECN. C'est pas la spécialité qui est... délaissée, ce serait peut-être faux, mais en tout cas, c'est pas la spécialité... qui est la plus plébiscitée, quoi. Qui est la plus plébiscitée. Alors, c'est laquelle qui est la plus plébiscitée, selon vous, encore une fois? Parce qu'on n'a pas les chiffres. Alors, étant donné que je ne suis pas étudiant en médecine, j'aurais pas envie de dire quelque chose de faux, mais j'imagine que c'est des spécialités peut-être un peu plus pointues, médico-chirurgicales. Il y a beaucoup de spécialités différentes. Alors, qu'est-ce qui vous a orienté, vous, justement, vers la pharmacie? Alors, la pharmacie, il faut savoir que le pharmacien, c'est vraiment le spécialiste du médicament. Ouais. Donc... que vous souhaitez devenir pharmacien, peut-être? Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, je suis encore un petit peu en questionnement sur l'orientation. Pourquoi? Parce que le pharmacien... C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça aussi, peut-être. Ça mentait, là. En fait, le pharmacien, il faut savoir qu'il y a 3 filières différentes. Alors. Vous pouvez très bien être pharmacien d'officine comme ce qu'on a en ville. Oui. C'est les personnes en fait, qui vont analyser un petit peu votre ordonnance, qui vont pouvoir dispenser ensuite les médicaments. Et vous pouvez aussi avoir le pharmacien qui va travailler en industrie, donc qui va produire vos médicaments. Et le pharmacien qui va travailler à l'hôpital, donc en biologie médicale par exemple, qui va s'occuper un petit peu du diagnostic, tout ce qui va être la partie technique en fait de la biologie. Ah, d'accord. Donc étant donné qu'il y a énormément de choix, je suis encore un petit peu vous ne hésitant. savez pas encore ce que Exactement. vous Comme on va dire un médecin qui a la possibilité de faire médecine générale ou une spécialité, c'est très vaste. Ouais, Antoine, vous avez plus que 20 minutes pour vous décider. On vous demandera à la fin de l'émission. Emma Chardon est avec nous, qui est étudiante infirmière en 3e année. Vous avez 21 ans. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes, être infirmière en 2022, c'est plus que jamais un métier passion. Comment, excusez-moi, je n'ai pas entendu, ça a coupé. Souhaiter devenir infirmière en 2022, c'est plus que jamais un métier passion? Je pense, oui. C'est toujours, en général, pour moi, je pense que c'est un métier de passion, mais encore plus depuis la crise sanitaire, c'est sûr. On a été mis à disposition, on a été peut-être pour certains face à certaines choses assez compliquées, face à beaucoup de morts. Donc je pense que oui, bien sûr, c'est un métier de passion. Vous, concrètement, vous avez dû aider pendant ces premières vagues du Covid? Alors oui, moi j'ai dû aider pendant la première vague. J'ai été mis en renfort à l'hôpital Robert Debré en pédiatrie générale, en faisant de fonction d'ASH, aide-soignante.
J'ai été pendant 1 mois loin de ma famille, de mes proches, pour pouvoir prêter main forte en fait aux soignants de cet hôpital. Qu'est-ce que vous retenez de ces semaines justement que vous avez passées à l'hôpital Robert Debré auprès des enfants? Alors, je pense que j'ai pas été dans le service le plus compliqué. C'était quand même relativement léger, je pense, par rapport à d'autres services où vraiment les conditions de travail étaient plus denses et plus difficiles. Mais d'être loin de ses proches, de devoir faire face à finalement un peu devoir s'adapter constamment au manque de matériel, au manque de protection, devoir rentrer dans des chambres, d'aider des enfants qui ne sont pas du tout en bonne santé, avec un état qui se dégrade de manière très, très rapide. Non, ça n'a pas été une partie de plaisir. Au contraire, on est là pour finalement les aider à aller mieux, à les faire sortir d'hospitalisation le plus rapidement possible. Et là, ça a été un petit peu un petit coup de mou, on va dire, dans cette formation. Mais depuis, ça va de mieux en mieux. Et voilà, toujours aussi motivée à être diplômée d'ici la fin de l'année. Ouais, je vais vous poser la question, est-ce que ça a renforcé vos convictions et surtout en quoi cela vous a changé? Alors, je pense que oui, ça a renforcé ma volonté de devenir infirmière, ça c'est sûr, de vouloir prêter main forte, de devoir constamment être à disposition. Et je pense que ça, mine de rien, ça fait grandir de voir que finalement, on n'est pas à l'abri d'une grosse pandémie et que tous, en se serrant les coudes, finalement, on peut arriver à notre échelle à diminuer ou en tout cas à vaincre cette maladie partiellement. Donc je pense que le fait d'être tous ensemble finalement face à ce petit virus, ça a eu un gros impact et je pense que ça nous a motivés à se dire on n'est pas tout seul et ça a eu du bon. Je pense que ça nous a tous motivés à se dire de toute façon on est tous dans le même bateau, donc il faut qu'on avance ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Être infirmière, c'est beaucoup de dévouement, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Je pense que oui. Après, il faut le voir plus comme quelque chose de... Je pense qu'il ne faut pas le faire par sacrifice, il faut vraiment le voir comme une passion et comme quelque chose qui est dans l'intérêt de son prochain. Après, je ne sais pas si jamais ça pourra être un métier qu'on peut faire toute une vie. Mais je pense que oui, il faut être dévoué, il faut être très empathique avec la personne qu'on soigne. Question de Mathilde Vessels. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, effectivement, ma mère est infirmière aussi, donc elle a été infirmière libérale. Oui. Donc elle allait en plus chez les gens tous les jours, bon bref, et effectivement c'est un métier passion, ça je confirme. Et aujourd'hui elle travaille en PMI, donc elle est toujours infirmière, elle le sera toujours, mais effectivement c'est un métier qui est vrai et pas simple. Et du coup je voulais savoir, vous, est-ce que vous voulez être en milieu hospitalier ou peut-être aussi infirmière libérale, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ? Alors oui, j'ai un peu de visuel sur l'avenir. Je pense que dans un premier temps, je vais être dans le milieu hospitalier pour pouvoir me faire davantage d'expérience, essayer de voir un maximum de choses, notamment sur les hôpitaux parisiens. J'aimerais être puéricultrice, donc j'envisage de me spécialiser après mon diplôme. Mais je pense que le libéral est quelque chose à envisager, bien sûr. Est-ce que vous expliquez, Emma, le manque d'attractivité ou peut-être le déficit d'attractivité qu'il y a en ce moment concernant les métiers de la santé? On parle des infirmiers, il y a aussi des soignants, il y a aussi bien sûr les futurs pharmaciens ou autres. Alors, je pense que ça s'explique peut-être par, je dirais, le manque de reconnaissance finalement envers les étudiants. Je vais prendre des exemples finalement très simples. En stage, on a quand même beaucoup de terrain finalement notamment dans cette formation. C'est pas toujours évident de faire face à des soignants qui finalement ont été à notre place avant et qui n'ont pas d'empathie, sont toujours à finalement nous faire des réflexions. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de nous tirer en fait vers le haut. Et qu'ils préfèrent nous rabaisser. Donc je pense que finalement, dès lors qu'on a fait peut-être 1 an, on voit les premières années dans cette formation notamment, qu'il y a énormément d'étudiants qui abandonnent parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur convient pas. Alors pour diverses raisons, je pense, mais notamment pour les conditions en stage et le fait que
je pense que les professionnels ont du mal à finalement accueillir les étudiants comme tels et nous rabaissent constamment, ou en tout cas régulièrement, ont tendance à avoir même des petites remarques au quotidien sur, je sais pas, c'est pas comme ça que je fais, plein de petites finalement, plein de petits mots comme ça qu'on garde en tête et on se dit c'est pas ça, enfin c'est pas un métier comme ça que je vois, c'est un métier normalement qu'on fait par envie, où on est censé tous se serrer les coudes parce que c'est pas facile tous les jours d'être au quotidien face à la maladie et à défaut finalement il nous démotive par toutes ces petites remarques. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue sur le fait que cette formation ou même d'autres formations médicales soient peut-être un peu moins attractives qu'il y a quelques années. Antoine Moctarian, vous faites le même constat? Alors en pharmacie c'est différent parce que nous on n'est pas amené à faire des stages aussi régulièrement. On a 2 stages lors de notre 2e et notre 3e année. On doit aller en officine, donc découvrir le métier du pharmacien au final qui est vraiment le professionnel de santé je pense le plus proche de la population. On est d'accord. Et ensuite... C'est celui qu'on voit le plus souvent, en tout cas, c'est vrai. Je pense, voilà, pour diverses raisons, n'importe quelle personne en fait qui est dans une ville va consulter un pharmacien, voilà. Alors que du coup les étudiants qui sont en infirmier, et j'ai été amené aussi à en voir lorsque j'ai souhaité travailler un petit peu avec la PHP, en fait on découvre des étudiants en IFSI qui souhaitent découvrir des services peut-être plus intéressants que des services Covid et qui se retrouvent en fait juste à faire des tests antigéniques ou des tests PCR toute la journée. Donc je comprends un petit peu pourquoi vous faites ce constat. Voilà. Samantha. Non, je pense que la période était difficile, ça c'est sûr, mais moi j'entends, et que je constate, c'est que dans tous ces métiers de la santé, les accueillants, les professeurs sont difficiles. Ça a toujours été, c'est pas nouveau. C'est les jeunes qui sont plus exigeants aussi, ils veulent qu'on les respecte davantage. Ça, je le remarque beaucoup. Oui, et c'est important pour eux que... c'est normal d'ailleurs, mais qu'on s'adresse à eux correctement, qu'on leur donne envie aussi. Ils sont plus exigeants là-dessus, je trouve. Alors moi, je peux juste me mettre comme porte-parole un petit peu des étudiants en médecine qui sont proches de moi, dans mes amis, dans mes connaissances, et qui du coup, en fait, peut-être que les chefs sont aussi parfois un petit peu durs, il faut le dire. C'est de toute façon les études de médecine. Ça, on l'entend beaucoup, ça. Ouais. On l'entend beaucoup. Ils partent du principe qu'on était dur avec eux, c'est ça, quand ils étaient plus jeunes, et que vous aussi, étant jeune, vous devez en passer par là, c'est ça? Pas forcément, mais ça peut passer par d'autres choses. Par exemple, quand on voit la quantité qu'un étudiant qui est externe doit apprendre en 3 mois, il doit apprendre l'équivalent de 3 collèges, donc ça fait une certaine quantité de cours qu'il doit maîtriser quasiment mot pour mot, avec certains chiffres, etc. Les professeurs sont aussi très exigeants, et donc quand on arrive en stage et qu'on ne sait pas répondre à une question, parfois ça peut un petit peu déraper. C'est quoi la prépa anticipée? Alors tout à l'heure on parlait de prépa anticipée, c'est quoi? Alors en fait il faut savoir qu'un étudiant aujourd'hui qui est au lycée n'est pas réellement préparé aux études qu'il va avoir à la suite de son baccalauréat. Voire même pas du tout. Voire même pas du tout en fait. Les attentes qu'on a quand on passe son bac et les attentes qu'on va avoir lors d'un concours tel que les études de médecine n'ont vraiment rien à voir. Donc c'est pas une obligation de faire ça, mais pour l'avoir fait, parce que j'ai moi-même été du coup étudiant dans la prépa à Courtalès, j'y ai vu un apport. Pourquoi? Parce que, en gros, si jamais je me base uniquement sur les connaissances qui me sont données en fait au lycée, je peux avoir mon bac, je peux même avoir une mention, etc. Ça ne posera jamais de problème. D'accord. Par contre, les attentes que j'aurai... Dans quelle matière? Alors, par exemple, si je prends le cas de la chimie, une matière que j'ai toujours en pharmacie, les attentes que je vais avoir, par exemple 2 petites formules mathématiques dans le cadre du bac, alors que si jamais je prends ce même chapitre, qu'on travaille d'ailleurs à Thalès dans le cadre de la prépa anticipée, et qu'on va retrouver en première année, on va avoir une dizaine de formules. D'accord. Et donc, c'est pas du tout la même quantité de travail, et de la même manière, c'est pas du tout les mêmes modalités d'évaluation. Quand on est au bac, on est évalué sur une démonstration, sur un raisonnement scientifique, alors que lorsqu'on est au final en première année, la seule chose sur laquelle on travaille, et c'est aussi ça qu'on fait dans le cadre de notre prépa, c'est une évaluation sous format QCM. Donc en fait, c'est un petit peu ça l'objectif de travailler dès le lycée
pour comprendre vraiment ses attentes et comprendre aussi quelle est notre méthode de travail. Et cette base, elle vous aide même pour la suite, pas seulement, j'imagine, pour la première année. Vous sentez que vous avez une plus-value, un avantage par rapport à bien d'autres de vos camarades? Alors, l'avantage qui est indéniable, mais en réalité, n'importe quel étudiant qui va passer en deuxième année de pharmacie ou médecine a acquis une certaine capacité de travail. Donc, oui. s'il a réussi son concours... J'ai quelques amis, je vous confirme. Ouais. Voilà, s'il a réussi son concours, c'est qu'il a quand même réussi à acquérir une certaine capacité de travail. Oui. Cette capacité de travail... Il a plus de vie. C'est un petit peu ça. Ouais. Cette capacité de travail, soit en fait, elle est mise en place un petit peu, on va dire... par hasard, quand on arrive comme ça en première année, quand on découvre les attentes, quand on se rend compte au fur et à mesure des concours blancs qu'on se prend des mauvais classements et du coup on se sent pas très bien, soit en fait dès la terminale, ou soit dès la terminale, on s'entraîne dès ce moment-là et on se rend compte que on voit un petit peu la densité des cours, on voit un petit peu sur quoi on va être évalué, on se rend compte aussi sur quelle base... comment dire, nous allons être... Manger un petit peu, ouais, c'est un petit peu ça, chercher le mot. Je suis là pour ça, vous inquiétez pas. Il faut savoir que en fait, la prépa Courtales, elle est faite par des étudiants. Donc chacun a un petit peu son profil et chacun nous raconte un petit peu ses anecdotes. Donc c'est un petit peu ça, oui. Samantha, le Covid a mis en relief la pénurie des soignants. Est-ce qu'il y a un engouement depuis la crise sanitaire, d'après vous, en particulier? Est-ce que vous croisez de plus en plus de jeunes qui souhaitent se lancer, qui sont passionnés, qui veulent aider leurs prochains? Parce que c'est vraiment ça, quand même. Ouais, alors, on croise surtout... Alors, les jeunes, les lycéens qui voulaient être médecins veulent toujours, quoi, ça ne change pas. On n'a pas trop de demandes, de réflexion. Qu'est-ce que je veux faire? Et tiens, je veux faire médecin. C'est quelque chose qui est déjà présent depuis longtemps. Ce qui émerge maintenant, ce sont des reconversions, des étudiants qui terminent un cursus, parfois d'élite, hein, je dirais, et qui se disent, tiens, je veux reprendre, je veux être médecin. Au final, ça a émergé. Je trouve, pour revenir, je veux boucler sur les prépas, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on s'aperçoit que près de 75% des étudiants en première, du coup en PASS ou LAS, sont en parallèle en prépa. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet, je trouve, pour l'éducation, pas l'éducation nationale, mais du supérieur. Dire, tiens, comment ça se fait que nos étudiants en fait en médecine doivent suivre une prépa privée en parallèle? Donc ça interroge. Alors, aussi. Si jamais, ce n'est pas une obligation, mais le fait de voir qu'il y a un concours qui est sélectif fait peur. Donc que ce soit dans les études de médecine ou Sciences Po ou n'importe quelle autre école, par exemple une école d'ingénieur, à partir du moment où on voit qu'il y a un concours, on a envie de s'y être préparé. Donc c'est pour ça que la plupart des étudiants prennent une prépa. Certaines personnes découvrent que ça ne leur sert pas tant que ça, et d'autres y voient un réel avantage. C'est intéressant, ce qui est très intéressant. Ça leur fait beaucoup de boulot. Oui, ce qui est très nouveau avec cette réforme, c'est que les étudiants, maintenant tous, que ce soit qu'on s'inscrive en PASS ou en LAS, doivent absolument prendre une autre matière que de la santé. Et ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est intéressant, et ça, c'est une vraie réflexion, moi, sur l'accompagnement en première, en fait, en terminale, sur au fait quelle fac je vais prendre. Je vais réfléchir à ma mineure, je ne vais pas trop me charger, je vais éviter de prendre une mineure en droit qui est très conséquente. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment réfléchir dans ces termes-là à quelle fac de médecine je m'inscris. Je regarde vraiment ce que je vais prendre en mineur. De même, en LAS, je vais réfléchir à quelle licence je prends, qu'elle ne me demande pas trop de travail si je vise réellement des études de santé. C'est tout à fait ça. Donc quelqu'un en fait qui souhaite aller en PASS, qui est vraiment la grande voie d'accès aux études de santé, va devoir prendre une mineure, donc qui peut être une matière qui n'a absolument rien à voir avec la santé, de l'économie, du droit, mais donc il va devoir la valider à minimum 10 sur 20 pour pouvoir prétendre en fait à son accès en deuxième année. Si jamais il n'a pas obtenu son concours dans une filière de santé, il va pouvoir accéder en fait, grâce à cette mineure qu'il a validée, à une deuxième année de licence dans cette mineure. Donc c'est pour ça qu'il doit aussi savoir sélectionner dès le lycée quelle faculté, la faculté où il va devoir aller, parce que toutes n'offrent pas les mêmes mineurs. TikTok. Il vous reste très peu de temps pour décider quant à votre choix en pharma. Mathilde? Oui, il faut dire au revoir à Emma, je crois. Ah, Emma, déjà. Emma, oui, je suis désolé. Emma, à qui j'aurais voulu encore converser encore un petit peu plus, Emma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Emma Chardon, étudiante infirmière en troisième année. On se rappelle vite et on fera le point, bien évidemment, sur votre avenir très proche, effectivement, en tant qu'infirmière. N'hésitez pas à nous rappeler. Et à venir
physiquement la prochaine fois, comme Antoine, pour partager vos impressions. Oui, Encore félicitations en tout cas pas. pour tout votre dévouement et tout ce que vous avez fait notamment pendant cette crise Covid qui, je le rappelle, malheureusement, n'est pas encore terminée. C'est parti pour l'info en plus. L'info en plus, j'adore. On parle de TikTok ? Ah oui, On va parle parler... médecine TikTok ? Et oui, effectivement, on va s'appeler de Romain Goncet, je sais pas, de Robin, pardon. Goncet. Robin ? Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je ne connais pas. Effectivement. Alors, il est interne, lui, en 6e année de médecine à Grenoble. Il paraît qu'il coupe des tomates. Alors, pas que. Vous allez voir, vous allez adorer, j'en suis sûre. Il est appelé fruiturgie. Et vous allez comprendre pourquoi. Il opère des fruits, en fait, sur TikTok pour montrer en quoi consistent les opérations chirurgicales. Alors, je fais un peu de suspense parce que vous avez hâte, je suis sûre, de regarder la vidéo. Je connais que Dr. Mais House. avant... Ouais. Vous connaissez déjà ? Non, Dr. House. Ah, Dr House. Ah ouais, non, mais là c'est sur des fruits. Vous allez voir, c'est beaucoup plus impressionnant. Allons-y. Alors l'idée, je trouve, elle est vraiment super. Déjà, il explique que tout a commencé pendant le premier confinement. Il sortait d'un stage de chirurgie de la main. Figurez-vous, ça lui manquait en fait de pas pratiquer sur des humains. Et du coup, il s'est dit, bah ok, je vais prendre des fruits qui sont dans mon frigo, lui avant qu'ils pourrissent. Chez les kiwis. Je vais leur donner un nom parce qu'il leur donne des noms. Vous avez quand même Simon la banane. C'est ce qu'on va voir dans un instant. C'est pas possible. Si. Emma l'orange. Tout à fait. Et non, mais c'est pas vrai. Et c'est vrai, je veux dire. Et il leur met même des yeux pour que ça soit vraiment, qu'on se rende compte vraiment que ça pourrait être des humains comme vous et moi. On regarde donc Simon la banane, à quoi ça ressemble. Demande pourquoi j'ai opéré Simon. Simon est tombé en skate et s'est fracturé le tibia. On va aller de suite au bloc d'orthopédie pour lui réparer sa fracture. Après avoir passé une radio à Simon, on s'est rendu compte qu'un simple plâtre ne pourrait pas suffire à réduire la fracture. C'est une fracture à double étage et on va procéder à une ostéosynthèse par plaque. Le chirurgien va rapprocher les fragments d'os, forer pour placer les vis et visser la plaque à l'os. On va laver tout ça abondamment pour limiter le risque d'infection et maintenant on peut refermer et suturer. Voilà, donc il s'appelle Romain Goncet et vous pouvez aller voir sur son TikTok, c'est fruiturgie. Voilà, et c'est super. Ça vous donne pas envie de repartir en médecine ? J'ai surtout envie de manger les fruits. On a parlé de la difficulté du métier, alors c'est vrai, vous m'avez dit, c'est plus médecine finalement, c'est pharmacie, mais j'imagine, et on en parlait tout à l'heure avec Emma, qu'il y a beaucoup de moments ô combien difficiles, mais j'imagine que les élèves qui viennent aussi vous voir, c'est qu'ils sont portés aussi en se disant que c'est l'humain avant tout et qu'il y a aussi de belles histoires à écrire. Oui, ils sont avant tout portés par je veux être utile. Ce ne sont pas des métiers qu'on veut faire avant tout pour trouver du plaisir. Ouais. On veut être utile, c'est ce qui les motive. Après, en pharmacie, il y a aussi intéressant parce qu'on a un côté commerçant aussi. Quand on est un pharmacien, c'est très intéressant. Ça peut correspondre à des profils qui aiment le contact aussi humain, avoir des personnes qui reviennent régulièrement. Donc c'est intéressant et ce sont des métiers où on est reconnu aussi. Voilà, vous aurez un emploi à vie. On sait, quoi, un médecin, infirmier, aujourd'hui on dit ce sont plutôt les jeunes, les personnes qui ne veulent pas y aller, mais on a un besoin cruel d'infirmiers. Donc il y aura toujours du travail pour ces personnes-là et c'est ce qu'elles aiment aussi. Et pourtant, on a du mal à en trouver. On a du mal à on voit les projections d'INSEE qui parlent de, je crois, 68 millions de Français en 2070. J'espère que je ne fais pas d'erreur, je vous dis ça de tête. Et il faut donner envie. Qui dit ça dit aussi population vieillissante et qui dit qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre. J'ai envie de vous dire, où sont les bras ? Et c'est pas avec l'apertus que ça va s'arranger, j'ai l'impression. Donc effectivement, le numerus apertus, ça reste un chiffre qui va limiter le nombre de personnes admises en deuxième année, donc que ce soit pour médecine, pharmacie ou les autres filières. J'ai sorti un chiffre là ce matin, 60% de la région Île-de-France n'a pas de médecin traitant. Ouais. On est dans une zone qui est considérée comme un désert médical. Ouais. En Île-de-France, oui. Exactement. Tout à fait. Donc on peut se demander... On parle souvent des zones rurales, mais c'est aussi le cas en Île-de-France, parce qu'à cause de la vie chère et tout ça, il y a beaucoup de médecins qui ont du mal à s'installer. Donc dans les zones rurales, ils peuvent avoir d'autres problèmes. Par exemple, il n'y a pas de grands centres de santé ou des choses comme ça. Ils sont obligés de faire 1 heure de route pour pouvoir trouver un centre de santé. Et d'attendre 4 mois. Ouais. Exactement, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste ou un médecin généraliste. Donc les étudiants veulent toujours autant devenir médecin ou pharmacien ou dans les métiers de santé attirent toujours autant. Mais par contre, ce sont toujours les capacités d'accueil des facultés. C'est l'après. C'est ça qui reste assez limité. Merci en tout cas à tous. Antoine Mokhtarian, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous avez choisi ou pas ? Toujours pas. J'ai mis la pression, ça fait 2 heures que je mets la pression. Un grand merci à vous Mathilde et à vous Samantha. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.